Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinée Capform Senior qui a pour sujet l'équilibre alimentaire, n'en faites pas tout un plat. Je suis Delphine Perrin de la CARSAT Rhône-Alpes et aujourd'hui je suis accompagnée dans cette matinée par Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Delphine. Voilà. Je suis Élodie Reverdy, chargée de prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Et nous vous proposons ce matin un tour d'horizon des grands groupes alimentaires. Et celui-ci sera ponctué de sondages qui permettront de nous appuyer sur vos connaissances afin de répondre mieux à vos interrogations. Mais pourquoi Capform Senior? Donc on vous explique tout. Le groupe AG2R La Mondiale, la CARSAT Rhône-Alpes, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme et l'Institut des rencontres de la forme s'associent pour vous proposer un concept unique et original, Capform Senior, dont l'objectif est bien bouger pour bien vivre. Afin que cette séance se déroule pour le mieux possible, Delphine va vous donner quelques informations supplémentaires sur la partie technique. Voilà, exactement. Alors, pour préciser un petit peu pourquoi l'équilibre alimentaire n'en fait pas tout un plat, parce que nous avons tous entendu dans les médias, lu dans les magazines, qu'il ne faudrait pas manger tel ou tel aliment ou qu'il faudrait suivre le dernier régime à la mode. Donc, en fait, on a parfois du mal à faire le tri et on va vous aider finalement à démêler le vrai du faux par rapport à tout ça. Comme l'a dit Élodie, eh bien, nous allons, derrière vos écrans, vous faire travailler un petit peu, puisque eh bien, vous aurez de temps en temps la possibilité de répondre à des sondages voilà, qui apparaîtront donc sur la partie droite de votre écran dans l'onglet Sondages. Vous pouvez aussi nous poser des questions au fil de notre intervention. Alors, nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'y répondre de façon à chaque fois en tout cas, mais en tout cas dans le fil de l'actualité, en replay, nous prendrons soin d'essayer de répondre à chacune de vos questions, mais par la suite. Voilà, donc nous allons commencer. Je vais juste vous présenter en trois petits mots ce qu'est la CARSAT. Donc, c'est la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Avec Élodie, nous faisons partie d'un service de prévention des risques liés au vieillissement. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous vous proposons de temps en temps, même assez souvent, des actions collectives comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui abordent différents thèmes, bien comme le sommeil, le stress. On peut en parler aussi aujourd'hui du stress, Élodie. Voilà. La mémoire, l'équilibre et puis l'activité physique. Voilà. Nous proposons également un accompagnement beaucoup plus personnalisé en vous proposant de répondre sur notre site internet un bilan prévention qui fait le point en fait sur toutes vos habitudes de vie et qui vous permet d'avoir des conseils vraiment personnalisés. La CARSAT aussi prend soin d'accompagner les personnes retraitées tout au long de leur vie et notamment quand elles sont un peu plus fragilisées pour le maintien à domicile et aussi pour accompagner ce maintien à domicile, la CARSAT œuvre aussi pour l'aménagement du logement. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous êtes intéressé par nos actions de prévention, il y a une adresse mail qui s'affiche, prévention.senior sans s @carsat-ra.fr. Donc là, vous pouvez nous écrire en nous disant que vous êtes intéressé pour vous inscrire à des ateliers. Voilà, donc l'équilibre alimentaire, n'en faites pas tout un plat. J'ai envie de te poser une question, Élodie. Élodie, pourquoi manges-tu finalement? Alors, moi, je mange tout d'abord parce que j'ai faim, tout simplement, et que je ressens que mon corps a besoin justement que je lui amène un apport alimentaire. Mais je mange aussi pour prendre des forces. Il me semble qu'à la dernière conférence, on vous a parlé de l'activité physique. Et du coup, avant de partir faire une activité physique, il va falloir prendre des forces en s'alimentant correctement. Je vous rappelle que l'alimentation est le premier carburant de l'homme. C'est comme l'essence que l'on va mettre dans la voiture. Si on ne met plus d'essence, la voiture elle n'avance plus. Et pour l'homme, c'est la même chose. Et je mange aussi pour être en bonne santé. Il faut savoir qu'Hippocrate disait même que l'aliment est le premier médicament de l'homme. Et toi alors Delphine, pourquoi tu manges ? Bien sûr, je mange aussi pour tout ça, effectivement, pour être en forme, mais aussi parce que je suis gourmande, parce que j'aime partager, j'ai besoin parfois aussi de me réconforter.
je mange aussi pour me faire plaisir, surtout, et parce qu'aussi, il y a des plats qui me rappellent mon enfance. Voilà. Donc, l'alimentation, même s'il ne faut pas en faire tout un plat, eh bien, effectivement, elle revêt plusieurs dimensions. Quand on a parlé avec Élodie, dimension physiologique, dimension psychologique, dimension culturelle et dimension sociale. Et donc, c'est en prenant en compte toutes ces dimensions que l'équilibre doit se faire. Donc, il faut vraiment aborder l'alimentation de façon décomplexée et de façon plutôt tranquille. Et si on ne répond pas de façon très, très précise à tous les critères pile comme il faut ne faut pas se culpabiliser. Par contre, avec l'âge qui avance, eh bien, on va vous faire un petit peu le point sur ce qui est important, peut-être d'insister sur des points très précis. Oui, voilà. Je vais juste rajouter une petite chose. Pourquoi on insiste sur l'explication ? Tout simplement pour vous donner envie peut-être d'améliorer votre alimentation. Il est important de comprendre le pourquoi. Et c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous compreniez l'intérêt peut-être de rajouter dans votre alimentation certains aliments peut-être que vous avez supprimés. Voilà. Donc, on vous parlait de sondage tout à l'heure. On va vous proposer un premier sondage, une première question en fait. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, donc n'hésitez pas. C'est cliquer sur le petit onglet sondage. Et ce sondage, est le suivant. Avec l'âge, nous n'avons pas besoin de manger autant qu'avant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'en pensez-vous? On attend vos réponses un petit peu pour voir un petit peu quelle est votre opinion là-dessus. On entend beaucoup parler de choses autour de ça. C'est pas parce que je ne travaille plus, j'ai plus besoin de manger de ceci ou j'ai plus besoin de manger de cela. Est-ce qu'on est dans le vrai ou pas? Élodie. Puis attention, la question, elle est tournée un peu bizarrement. Quand on vous parle des besoins, qu'est-ce que vous entendez derrière? Nous, on entend quelque chose de bien précis et je ne sais pas si vous l'avez entendu de la même manière que nous. Voilà. Alors, Fabien nous fera un petit signe lorsque les réponses seront à notre connaissance. Voilà. Alors les besoins, est-ce que c'est tous les groupes alimentaires? Est-ce que les besoins, c'est la quantité? Est-ce que finalement vous faites correctement? Est-ce que vous avez l'impression de manger plus, manger moins, manger mieux avec l'âge? On va essayer de répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous, bonjour mesdames. Bonjour Fabien. Je vous fais un petit retour sur les résultats du sondage. Actuellement, 60% des personnes ont répondu faux. Et 40% ont répondu vrai à la question « Avec l'âge, nous n'avons pas besoin de manger autant qu'avant ». D'accord, donc c'est quand même assez partagé, bien sûr. Donc la réponse à cette question, c'est faux. En prenant de l'âge, effectivement, l'organisme change. Mais contrairement aux idées reçues, les besoins nutritionnels, eux, ne diminuent pas. Et au contraire, certains même augmentent. Alors quand on dit on prend de l'âge, c'est par rapport à l'activité, activité physique égale en fait. Donc voilà, c'est important de comprendre finalement, comme le disait très bien Élodie tout à l'heure, comment faire pour avoir une alimentation adaptée quand on est senior. En fait, on sait bien que couvrir nos besoins nutritionnels permet de retarder l'apparition de problèmes de santé liés à l'âge, qui peuvent être les troubles digestifs, le diabète, le cholestérol, l'hypertension, etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu lourd quand on parle comme ça de tout ça, mais heureusement qu'il y a cette alimentation, comme tu le disais, c'est un premier médicament, c'est un des piliers d'un vieillissement réussi, cette alimentation. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire le point un petit peu ce qu'il y a besoin de faire en fait pour que notre alimentation couvre nos besoins. Juste Delphine, je te coupe un tout petit peu. Donc pour qu'on soit bien clair, ce sont les besoins nutritionnels qui ne changent pas. Avec le vieillissement, les besoins restent toujours les mêmes.
même si la quantité peut diminuer, ce n'est pas en parallèle. Il faut bien comprendre que les besoins nutritionnels couvrent l'ensemble des catégories d'aliments. C'est là la différence. Ce n'est pas une question de quantité. Et nous, à force d'être en contact avec votre public, on s'est rendu compte que parfois certaines personnes mettent de côté un groupe alimentaire. Oui, voilà. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous expliquer quel est l'intérêt de consommer des aliments dans chacun des groupes. Oui, sachant que finalement, Élodie, il n'y a pas un aliment qui soit bon ou un aliment qui soit mauvais. Rien n'est interdit. Je vous rappelle qu'il ne faut pas en faire tout un plat, et que certains sont à limiter. On verra lesquels. Et puis, certains autres sont à privilégier. Alors, justement, en prenant de l'âge, il va falloir faire attention, notamment, à notre apport en protéines, qui doit être quand même assez important, alors que ce soit des protéines d'origine animale ou des protéines d'origine végétale. On aura l'occasion de développer tout ça, puisqu'on passera en revue les groupes alimentaires. Donc, juste essentiel, ces protéines pour nos muscles et pour nos défenses immunitaires. Également, veiller à avoir un apport en calories de bonne qualité. Donc, les bonnes qualités, ça va être plutôt des glucides complexes, tout ce qui est complet, on va dire, ou semi-complet. On en reparlera aussi. Ne pas oublier de consommer du gras. Tiens, je vous rappelle qu'on parle d'équilibre, on ne parle pas de régime, même si l'équilibre va nous permettre d'avoir des apports qui nous permettront d'être en bonne forme. Ces bons gras, ça va être ce qu'on connaît sous le nom d'oméga 3, oméga 6, oméga 9. Pensez également à l'apport en calcium et en vitamine D pour la solidité de nos os. Mais ça, quand même, c'est assez connu, ce calcium pour nos os. Et puis, bien sûr, pensez à s'hydrater, consommer suffisamment d'eau pour lutter contre la fatigue, notamment, par exemple, pour le renouvellement de nos cellules. Je vois, Élodie, que tu as un petit verre, voilà, oui. qui va nous permettre... Je fais la promotion du GUC. Voilà, c'est parfait. Bon... Quand même, le message essentiel ici, c'est attention, après 70 ans, de ne pas forcément faire de régime strict, de restrictions alimentaires qui pourraient amener à des carences qui seraient beaucoup plus néfastes pour votre santé que l'inverse. Donc, du coup, bien sûr, sauf prescription médicale et suivi médical. Donc, en effet, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà. On ne veut pas vous contrarier finalement. Non, voilà. Pas du tout. Sondage numéro 2. Seuls les produits laitiers nous apportent du calcium. Qu'en pensez-vous ? Pensez bien à aller cliquer sur l'onglet sondage pour répondre à cette question. C'est une question en fait qui va nous permettre d'aborder un premier groupe alimentaire qui est le groupe des produits laitiers. Donc on le disait un instant, qui a une importance pour la solidité de nos os. Voilà, donc on attend avec impatience vos réponses. Alors l'objectif aussi de parler de ce groupe alimentaire, ce sera également de vous expliquer ce qu'on entend dans les médias, parce qu'on entend un message qui est assez martelé dans les médias, et on va essayer de vous expliquer clairement pourquoi ces chiffres et pourquoi on insiste là-dessus. Et sachez que les recommandations qu'on vous donne aujourd'hui sont spécifiques pour les personnes de plus de 55 ans. Donc elles ne s'appliquent pas forcément à tous les âges, mais là notamment aujourd'hui c'est pour les plus de 55 ans. Fabien, est-ce que tu as déjà des premiers retours ? Oui, donc nous avons le résultat au second sondage. 87% des répondants ont répondu faux à cette question. Super. Bien, finalement, on a des connaisseurs derrière nos écrans. C'est super. Donc, en effet, effectivement, c'est faux. Élodie, oui, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Sur la diapo qui s'affiche, vous allez voir, vous avez différents aliments. Dans chacun des aliments qu'on vous a mis, vous avez également la quantité. Et donc, pour vous expliquer que dans chacun, on retrouve exactement 300 mg de calcium. Alors, pourquoi on insiste sur ces 300 mg de calcium ? Tout simplement parce que les recommandations en apport en
en calcium sont de 1,2 g par jour. Donc si on fait une petite multiplication, 300 mg x 4, on arrive bien à 1,2 g, d'où le message qui est 3 à 4 produits laitiers par jour, tout simplement. Alors, comment consommer ce fameux gramme de calcium par jour? Tout simplement en variant les plaisirs. Pensez à alterner, que ce soit les yaourts, le fromage blanc, les fromages et même les fromages. On peut alterner entre les fromages. On a les fromages à pâte molle et les fromages à pâte dure. Mais on se rend compte également qu'on va retrouver les fruits, notamment les oranges, les légumes avec le chou. Mais on va également retrouver les fruits secs avec les amandes. Et les figues. Bon, bien sûr, dans les autres fruits secs, on retrouvera également du calcium, mais en moindre quantité. Et vous vous apercevez qu'on vous a également mis les sardines. Donc 30 grammes de sardines, nous retrouvons 300 mg de calcium. Mais du coup, il y a quand même un petit effort à faire, c'est qu'il faut manger la sardine en entier, voilà. C'est-à-dire avec les arêtes. Voilà, parce que le calcium est contenu dans les arêtes. Donc à ceux qui aiment ça, voilà, faites-vous plaisir. Et on retrouve également l'eau dont a parlé tout à l'heure Delphine. Donc quand on boit 1,5 litre d'eau, finalement, ça nous apporte également 300 mg de calcium. Alors par contre, je vous alerte sur les faux amis. Oui. Attention à ces nouveaux produits qui arrivent donc sur le marché. Enfin, les nouveaux produits, vous en avez déjà depuis un certain temps, mais disons que la diversité est en force en ce moment. Donc, tous les desserts lactés, type crème dessert, flan, etc., ne sont pas considérés comme des produits laitiers, Delphine. Alors, du coup, ils sont plutôt considérés comme des produits plaisir. Voilà, les produits plaisir en général, ce sont des produits sucrés. C'est ça, tout à fait, parce que du coup, ils ont trop peu de lait en fait pour avoir la conteneur recommandée en calcium, et puis surtout, ils sont souvent très gras et très sucrés. Voilà, donc faites bien attention. Au niveau de l'eau, on voit qu'il y a les eaux minérales, mais peut-être est-ce que l'eau du robinet, par exemple? Oui, tout à fait. Donc certaines eaux vont justement mettre en avant leur teneur en calcium, mais sachez que dans l'eau du robinet, le calcium a une teneur tout à fait intéressante. On n'est pas obligé d'aller sur des eaux de source ou des eaux de minérales pour avoir l'apport en calcium. L'eau du robinet est bien suffisante. Même si on fait une filtration, parce que des fois, certaines personnes utilisent des filtres, mais les filtres, en fait, servent juste à supprimer le chlore, en fait, voilà, pour éviter cette odeur ou ce goût, des fois, un peu désagréable suite au traitement de l'eau. Oui, c'est vrai que l'eau du robinet est tout à fait surveillée en plus. Bien plus que les eaux minérales. Bien plus que les eaux minérales, qui parfois restent peut-être longtemps dans leur plastique, on va dire, si elles sont dans le plastique. Et bon, voilà. Donc on sait que c'est peut-être pas la meilleure voilà. Et ce qui est intéressant avec conservation. Et ce qui est intéressant au niveau des eaux du robinet, c'est que la teneur en calcium varie parce que l'eau, elle n'est pas tout le temps, elle descend de la montagne et on n'a pas toujours les teneurs en minéraux qui est identique à chaque fois qu'on ouvre son robinet. Alors moi, j'avais une idée en tête sur l'eau du robinet. Plus elle est calcaire, plus elle est riche en calcium. Est-ce exact, finalement ? Oui, c'est exact. Maintenant, c'est pas une raison pour en consommer à outrance. Bien sûr, complètement. Voilà. Donc, je vais continuer sur les produits laitiers. Donc, vous avez compris que les produits laitiers sont la principale source de calcium. Et ils ont un autre intérêt, c'est qu'ils vont apporter des protéines animales, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, tout à l'heure, quand je parlais des différents types de fromages, je vous ai parlé des fromages à pâte molle et les fromages à pâte dure. Et donc, vous vous êtes rendu compte, je vais revenir sur la diapo d'avant pour que vous vous rendiez compte, on avait 300 mg de calcium dans 30 g d'emmental ou 40 g de Paulin, qui sont donc des fromages à pâte dure. Et à l'inverse, nous devons consommer 80 g de camembert pour avoir la même quantité de calcium. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fromages à pâte dure sont plus concentrés, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'eau. Et donc, effectivement, dans une part moins grande, ils ont plus de calcium. Mais à l'inverse, ils ont une teneur en acides gras qui est plus élevée. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de varier les types de fromage que vous consommez pour arriver aux recommandations.
Et donc, comme je vous l'ai expliqué au tout début, les 3 à 4 proportions par jour de 300 mg, tout simplement pour arriver au 1,2 g. Voilà, parce que 3 fois 4, ça fait bien 12. Eh bien, le compte est bon, on peut continuer. Alors, juste, je termine sur pourquoi c'est si important de consommer le calcium. Bah, tout simplement parce qu'il est essentiel dans la formation et la solidité des os et des dents. Oui. Donc, quand même essentiel en vieillissant, hein, les dents, on a envie de garder des dents en bonne santé aussi, et les os. Mais il intervient également dans d'autres fonctions qui sont indispensables à l'organisme, qui sont la contraction musculaire, la coagulation sanguine et la conduction nerveuse également. Et pour plein d'autres choses, mais ça, c'est les majoritaires. Il rentre bien sûr ce calcium dans la lutte contre l'ostéoporose. Alors pourquoi lutter contre l'ostéoporose ? Déjà, petit rappel, l'ostéoporose c'est une pathologie qui se caractérise par une fragilité osseuse qui va entraîner un risque accru de fracture. Cette ostéoporose a tendance à apparaître avec la ménopause. Voilà, ou l'andropause pour les hommes. Donc, afin de lutter efficacement contre cette pathologie, il faudra bien sûr consommer du calcium, mais cela ne suffira pas, car pour fixer le calcium sur les os, nous allons avoir besoin de la vitamine D. Cette vitamine D, on la retrouve où ? Alors, on la retrouve souvent dit dans le soleil. Alors, ce n'est pas tout à fait la vérité, ce n'est pas le soleil qui nous apporte la vitamine D, c'est le soleil qui va nous permettre de stimuler la production de cette vitamine D. Et c'est donc pour ça que les médecins, souvent, vous prescrivent une fameuse ampoule de vitamine D au cours de l'hiver. Et donc, pour vous supplémenter pendant cette période où le soleil est un peu moins présent. Mais vous la retrouvez, cette vitamine D, également dans les huiles. Et notamment, je suis sûre que tout le monde se rappelle de cette fameuse... Je ne sais pas si Delphine, tu y as eu le droit. Alors non. Ah oui, bah moi j'ai eu le droit. Alors ce n'était pas la cuillère d'huile de foie de morue. Moi, c'était une gélule, mais je m'en souviens bien. Oui. Donc j'imagine que vous deviez vous en souvenir également. Donc ce n'était pas pour vous martyriser, hein, c'était surtout pour vous aider à fixer votre calcium sur vos os. On retrouve également dans notre association gagnante pour avoir des os en bonne santé les protéines. Oui. Les protéines, pourquoi ? Parce que ce sont les constituantes essentielles de nos muscles. Et nos muscles sont situés où, Delphine ? Ils sont situés autour de nos os. Voilà, ils sont situés autour de nos os. Et donc, ils feront un petit coussin amortisseur en cas de chute. Donc, si nous avons nos muscles en bonne santé, cela va nous permettre de protéger également nos os. Et pour garder aussi des muscles en bonne santé, bien sûr, il faut des protéines et de l'activité physique qui nous permettra de préserver notre masse musculaire, mais également notre masse osseuse. Bien sûr. Voilà. Et la masse, pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous allez faire la marche, il va avoir un impact au niveau du talon, ce qui va entraîner une vibration. Et cette vibration entraînera la sécrétion des cellules osseuses qui nous permettra de préserver cette fameuse masse osseuse. Donc, vous voyez, pour des os en bonne santé, du calcium, des protéines, de la vitamine D et de l'activité physique. Voilà, donc la nutrition, je rappelle, hein, quand on parle de nutrition, on parle à la fois d'alimentation. On présente effectivement les groupes alimentaires et leur intérêt, mais aussi on parle également d'activité physique. Alors, tout à fait. On verra plus amplement en détail tout à l'heure, mais voilà. Donc, pour avoir nos os en bonne santé, en pleine forme, il faut pouvoir en effet apporter à notre corps nos besoins nutritionnels du départ, finalement, quand on disait tout à l'heure. Ça sera tout ça pour nos os en bonne santé. Oui, alors j'ai oublié de rajouter quelque chose. Pourquoi on insiste sur les 3 à 4 produits laitiers ? Les recommandations ne sont pas tout à fait identiques pour les plus jeunes, pour les adultes. On insiste bien à partir de 55 ans qu'il faut essayer de suivre cette recommandation, tout simplement parce qu'avec l'âge, au niveau de l'assimilation, c'est un petit peu moins efficace que lorsqu'on était plus jeune. C'est pour ça qu'il faut augmenter un petit peu la dose pour pour atteindre ce qui est recommandé. Mais du coup, je vous parlais de protéines et d'activité physique. Alors, dans ce cadre-là, on va vous poser un 3e sondage
il est nécessaire de consommer de la viande, des œufs et du poisson tous les jours. Donc on entend aujourd'hui à peu près tout et n'importe quoi sur la prise des protéines, de la viande, des œufs. Donc on va essayer de vous éclairer un petit peu par rapport à ça. Voir un peu plus Mais du coup, toi Delphine, qu'est-ce que tu fais? T'en manges tous les jours? T'aimes ça Alors disons que c'est, j'allais dire, habituel, je pense même pas. S'il faut l'en diminuer, s'il faut, voilà, c'est quelque chose qui agrémente au moins une fois par jour mes repas. C'est vrai que j'essaye d'inclure un peu plus d'œufs, par exemple, et puis du poisson. Mais le poisson, on entend, ils sont peut-être pollués, ils sont peut-être, voilà. Donc, j'espère que tu nous en diras un peu plus. Oui, voilà. Alors, est-ce que Fabien a déjà un premier retour sur le sondage ? Pour le moment, nous avons 80% des répondants qui ont répondu faux à cette question. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui, c'est très intéressant. Qui ont donc répondu vrai. Ok, alors très bien, merci. Donc on va enfin vous apporter peut-être un élément que vous ne connaissiez pas. Donc la réponse était vraie. Il est nécessaire de consommer de la viande, des œufs, du poisson tous les jours. Alors par les trois en même temps. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Ou les uns ou les autres, bien évidemment. Ce n'est pas dire il faut manger de la viande tous les jours. Exactement. On ne dit pas ça du tout. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut amener des protéines animales. Voilà, exactement. Voilà, donc on va vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, donc, nous avons besoin chaque jour, donc ça, on l'a pas inventé, c'est les scientifiques qui nous ont dit qu'il fallait un apport de 1 à 1,2 g de protéines par kilogramme de poids. Bon, au final, ça veut dire que pour une personne de 65 kg, il faudra apporter 65 g de protéines. Pourquoi ? Pour maintenir nos muscles, en fait, et puis aussi également, ça rentre en jeu dans notre immunité. Donc, dans le cadre de notre situation actuelle, Delphine, vous comprenez l'importance de consommer des protéines pour donc essayer de nous défendre contre les virus. Donc on vous a mis un petit exemple d'un repas, on va dire classique, d'un exemple classique pas de repas, mais d'apport en protéines sur la journée. Voilà, donc avec une portion, généralement la plus grosse portion de protéines se fait au repas du midi, mais sur ce, il peut se faire sur le repas du soir. Il n'y a pas de période à privilégier. Donc généralement notre plus grosse portion se fait sur un morceau de 100 g de viande ou de poisson, donc c'est un morceau classique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une portion de 100 g, nous n'avons pas 100 g de protéines. Voilà. Non, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Vous me direz qu'on est au-dessus des recommandations. Non, c'est pas comme ça. Effectivement, nous avons dans une portion de 100 g à peu près 20 g de protéines. Donc vous comprenez bien qu'on est loin de nos 65 g. C'est pour ça qu'il va falloir trouver donc dans d'autres aliments. On parle souvent d'amener une portion et demie de protéines animales par jour avec justement peut-être l'inclusion au repas du matin, au repas du soir, enfin dans un des autres repas, d'un petit apport en protéines qui peut se faire par le biais d'un œuf, d'une tranche de jambon, enfin voilà. Oui, si on petit déjeune à l'anglaise par exemple. Par exemple, tout à fait, oui, tout à fait. Et puis on retrouve nos produits laitiers et donc la surprise, oui, nos produits laitiers nous apportent des protéines animales. Aussi. Voilà, et donc ce qui va nous permettre d'atteindre déjà notre recommandation. Et vous le voyez, je vous ai mis l'importance d'inclure les protéines végétales, qui sont également intéressantes pour compléter. Vous pouvez tout à fait, dans la semaine, remplacer une portion de protéines animales par des protéines végétales. Pour ça, il n'y a aucun souci. Mais il est important de continuer à privilégier l'apport de protéines animales, car c'est seulement dans les produits carnés en fait, que nous aurons des protéines de bonne qualité et essentielles en fait pour le fonctionnement de notre organisme. Donc je vais, parce que j'imagine que vous devez... Oui. Alors on peut dire aussi que finalement l'équilibre alimentaire ne va pas se faire sur un repas ou même sur la journée, mais plutôt sur l'ensemble de la semaine. Donc voilà, encore une fois, n'en faites pas tout un plat si ça vous paraît compliqué. Allez-y petit à petit, essayez d'inclure de temps en temps quelque chose que vous aviez éliminé, auquel vous n'auriez pas pensé, pour subvenir à ces besoins nutritionnels.
Oui, tout à fait. Et quand on parle de l'équilibre n'en fait pas tout un plat, je pense que le maître mot, on en reparlera, mais c'est le plaisir et la variété. Bien sûr. À partir du moment où vous avez une alimentation variée, finalement, vous aurez... On n'a pas besoin de se poser trop de questions. Tout à fait, mais oui, par tout à contre, fait. il est important quand même, quand on est senior, de bien connaître les fait. besoins et pour quelles raisons on a Tout à besoin de ces choses-là. Et on sait notamment que les protéines sont souvent mises de côté. D'ailleurs, on l'a bien vu avec votre réponse. Hein, vous estimez oui. que ce n'est pas essentiel, C'est alors ça. que Ouais. c'est la catégorie d'aliments, au contraire, qu'il faudrait augmenter, quoi. Privilégié. Donc, et d'être vraiment très, très régulier. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, mais j'aime pas la viande. On entend plein de choses sur la viande rouge, etc. Donc, effectivement, hein, Oui. sur la viande rouge, hein, les recommandations sont de ne pas dépasser 500 grammes par semaine. Donc 500 grammes, moi je me demandais à quoi ça correspondait. À quoi ça correspond voilà, finalement. c'est ça. Donc au final, ça représente à 2-3 steaks dans la semaine. Oui, oui. Bon, moi je trouvais que ça faisait déjà beaucoup, hein, mais C'est déjà peut-être que voilà, il y a des gens qui consomment beaucoup de viande rouge. Alors peut-être que la viande rouge, on peut rappeler qu'il s'agit effectivement du bœuf, Oui. mais aussi certains morceaux de porc, Oui. du mouton, de l'agneau, Oui. des abats. C'est ça, tout Hein, à fait. voilà. Oui. Donc à ce moment-là, vous privilégiez aussi un peu la volaille. Hein, on a le choix avec Exactement. le poulet, la dinde, etc. Oui. Mais également le poisson. Hein, parce qu'on en vient au poisson. Hein. Pour ceux qui ont des problèmes de mastication, l'avantage du poisson, c'est que on n'a pas ce problème pour le mâcher et l'avaler. Vous pouvez très bien avoir accès le poisson avec le surgelé et les boîtes de conserve aussi qui font Exactement. que c'est... N'oublions pas. Voilà, le et puis thon en alors boîte. il va falloir tendre vers du poisson gras. Alors qu'est-ce qu'on appelle le poisson gras ? Par exemple, c'est les sardines, on en parlait déjà tout à l'heure. Donc voilà, l'intérêt de manger les sardines avec, je rappelle, Les arêtes. les arêtes, les maquereaux, le hareng, le saumon. Mais effectivement... Alors le saumon, ça les arrête par contre. Voilà. Et les gros poissons, vous mangez... après, si vous aimez ça, vous pouvez. Hein, mais voilà, juste les sardines avec les arêtes. Et les anchois. Et les anchois, voilà, tout à fait. Donc, effectivement, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les poissons qui peuvent contenir des polluants. Oui, Donc, c'est notamment le cas pour les gros poissons comme le saumon et le thon. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas en consommer. Vous pouvez très bien en consommer une fois par semaine. Oui. Mais voilà, pensez également aux petits poissons qui sont en plus accessibles par les boîtes de conserve. Complètement. Oui. Peut-être aussi dire que si on diminue un petit peu la viande rouge, peut-être essayer du coup de la prendre de meilleure qualité. Voilà, tout Aller chez Vers son les boucher, filets, oui, voilà. prendre des bons morceaux pour se régaler. Voilà, pour se faire puisque, plaisir, tout encore à une fait. fois, le plaisir doit être présent Tout à fait. à chaque fois que nous mangeons, puisque je vous rappelle, on mange 3 fois par jour. Donc Tout à c'est fait, important exactement. de se faire plaisir quand même. Et donc, n'oublions pas les légumes secs. Alors, pour préciser, les légumes secs, c'est quoi ? Par exemple, ce sont les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches, etc. Donc, essayez de les inclure 2 fois par semaine. Donc, soit en remplacement de la part protéique ou tout simplement à cette fameuse demi-part qu'on rajoute. On rajoute plutôt, au lieu de manger des protéines d'origine animale, on va manger des protéines d'origine végétale, du coup. Et voilà, donc ce qui est important, c'est de varier les sources de protéines, mais comme on l'a dit pour les produits laitiers, c'est pas de consommer tous les jours le même type d'aliments, parce que chaque aliment a ses propriétés et du coup, avec un intérêt pour notre organisme. Alors, moi j'ai découvert, Élodie, il y a peu de temps, les lentilles. Donc, je connaissais bien les lentilles vertes, Oui. mais j'ai découvert aussi les lentilles blondes. Oui, les lentilles corail. Les lentilles corail, blondes, voilà. Donc, etc. qui en plus se cuisinent plus vite, je dirais. C'est-à-dire que Tout à fait. moins de 10 minutes pour les lentilles corail. Et c'est savoureux. Donc, si vous n'avez jamais essayé, n'hésitez pas. Donc, ça peut être une diversité de plus, en tout cas. Alors juste, je vous explique pourquoi il est intéressant de continuer à inclure des protéines animales, parce que des fois on a le débat. Il faut juste savoir que seules les protéines animales vont nous permettre d'apporter de la vitamine B12. D'accord. Et cette vitamine B12, elle est essentielle pour un bon fonctionnement
de notre cerveau et de notre organisme. Et avec une carence de cette vitamine B12, finalement, ça va nous conduire à des anémies sévères. Voilà. Et seuls les produits animaux vont nous permettre... Vont l'apporter. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. À part, sauf si on est supplémenté, bien sûr. Bien sûr. Mais on sait quand même que la supplémentation n'est pas aussi efficace que de consommer les produits directement. On va vous proposer donc un prochain sondage. Alors, il est conseillé de consommer 5 fruits et 5 légumes par jour. Qu'en pensez-vous? Fruits, légumes? Élodie, toi, fruits ou légumes? Fruits ou légumes? Qu'est-ce que tu préfères? Déjà, moi, quand je vois les chiffres, ça me fait peur. Oui, 5 et 5. 5 on va fruits, voir, 5 peut-être que c'est le... Et Delphes, je te pose une petite colle. Du coup, si je mange une salade de fruits où je me suis c'est une mis très bonne petite colle. fraise, une petite cerise, une petite framboise, attends, je me suis mis quoi d'autre? Un petit litchi. Et, un petit ananas. Un petit ananas. Un morceau d'ananas, du coup. Oui. Suis-je arrivée aux recommandations? Puis le soir, je me dis, je me fais une petite soupe. Bonne soupe. On va voir. Alors, quand on aura la réponse, peut-être que on pourra... Ça fait débat, parce qu'on le sait, le fameux message qu'on entend dans les médias, 5 fruits et légumes par jour. Je suis sûre que le jingle que vous entendez à la radio, on l'a manger, bouger, exactement. Ce sont des recommandations qui sont importantes. Donc on vous rappelle, pour remplir les sondages, n'oubliez pas d'aller cliquer à droite sur l'onglet sondages, voilà, et de répondre. Alors Fabien, est-ce que tu as... Alors, en le effet, pourcentage. Cette question fait plutôt débat. Très bien, on adore les débats, nous. Le résultat du sondage, pour le moment, c'est 52% ont répondu faux à cette question et 48% ont donc répondu vrai. Ah oui, donc c'est très serré en fait. Il est temps effectivement de faire vraiment le point là-dessus. Eh bien, c'est faux. Le message n'est pas clair, Delphine. Oui, c'est pas clair du tout, du coup. Donc, effectivement, 5 fruits et 5 légumes. Comme tu disais, ça fait un peu beaucoup. Ou pas. Voilà, quand même. Mais le chiffre à retenir, c'est quand même 5. Oui. 5 fruits ou légumes, mais plutôt, on dit maintenant, pour que ce soit plus clair, et on va revenir à ta salade de fruits, plutôt 5 portions. Voilà. Une portion de légumes ou de fruits, c'est, on va dire, pour couvrir nos besoins nutritionnels en fruits ou légumes, ça doit représenter une portion entre 80 et 100 grammes de fruits ou de légumes, crus ou cuits. En tout cas, voilà. Donc sur la journée, ça représente entre 400 grammes et 500 grammes. Voilà, donc la salade de fruits, salade de fruits, même s'il y a 5 fruits, ou même s'il y en avait 8 ou 10, eh bien, ça se considérait comme une seule portion. Idem pour la soupe. La soupe, je mets 5 légumes. Voilà. Si je mange ma soupe le soir et que je n'ai rien mangé d'autre en tant que fruits ou légumes avant, eh bien, ça comptera pour 1. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important à clarifier parce qu'on nous pose souvent la question, oui, mais moi j'ai ma soupe, je mange de la soupe et hop, du coup, je suis couverte, entre guillemets. Mais non, c'est pas comme ça qu'on compte, malheureusement. Par contre, il est important aussi de comprendre que si vous ne consommez pas cette ration, on va dire, pas de panique, j'allais dire. Il s'agit peut-être une fois de temps en temps de rajouter un fruit ou plutôt un légume. Dans les portions de fruits et légumes, on préfère dire finalement qu'il faut peut-être un peu plus de légumes que de fruits, parce que le fruit, alors c'est très bon, c'est bourré de vitamines, etc., mais c'est quand même un peu plus sucré. Oui, tout à fait. Mais pourquoi on nous demande de consommer finalement autant de fruits et légumes? Eh bien, c'est vrai que ces fruits et légumes ont pour intérêt essentiel le rapport en eau. Déjà. Alors bien sûr, si vous prenez une banane par rapport à une pastèque, évidemment, la pastèque sera bien plus riche en eau que la banane, évidemment. Mais ils sont riches en vitamines, la vitamine C notamment. Par contre, cette vitamine est plus fragile. Elle est fragile à la lumière, elle est fragile à l'eau. Les fruits et légumes contiennent des vitamines qu'on dit liposolubles, c'est-à-dire qui se dissolvent dans l'eau. Donc un petit conseil, ne faites pas tremper vos fruits et vos légumes trop longtemps pour les laver. Même les passer juste sous l'eau sans les faire tremper, c'est vraiment essentiel à avoir à l'esprit. Donc les minéraux,
calcium, potassium, magnésium, des fibres. Alors les fibres, c'est vraiment important. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu après. Un petit peu, mais donc, parce qu'il y a un autre groupe qui nous apporte ces fameuses fibres oui. qui sont essentielles. Oui, des fibres essentielles, notamment pour la satiété, tout simplement. Et puis pour une bonne... pour un bon transit, c'est ça. Pour une bonne digestion. Et ça serait protecteur, effectivement. Ces fibres seraient protectrices de notre flore intestinale. Et si la flore intestinale est de bonne qualité, eh bien, ça repousserait certains types de cancers, notamment les cancers colorectaux, qui sont quand même assez répandus. Et même donc, pour les maladies cardiovasculaires, et les maladies, bien sûr, l'obésité, le diabète. Donc là, on retrouve que leur effet protecteur sur les maladies métaboliques. Effectivement. Et on sait maintenant que leur effet a été démontré. Tout à fait, donc, il n'y a plus à tergiverser, j'allais dire. Mettez de la couleur dans vos assiettes, puisque, effectivement, on a quand même pléthore de possibilités. Si on n'aime pas le chou, on prend autre chose. Enfin, on peut prendre des épinards ou on peut manger des haricots verts. Enfin, voilà. Donc ça, c'est très important. Ils contiennent aussi ce qu'on appelle des antioxydants. Les antioxydants vont permettre de lutter contre le vieillissement prématuré de nos cellules. Tout à fait. Donc, c'est aussi important à avoir à l'esprit, j'allais dire. Et puis, ils sont peu caloriques. On peut en manger sans modération. Alors bien sûr, encore une fois, je prends l'exemple de ma banane et puis par exemple d'une fraise. Bien évidemment, la banane sera plus calorique, mais pas inintéressante. Tout à fait. Vraiment, elle contient aussi quand même pas mal de fibres, la banane. Et oui, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on peut manger des légumes à volonté, mais on entend rarement manger des fruits à volonté quand même. Voilà. Donc, on va vraiment, je vous dis, faire la balance plus sur les légumes, mais sans oublier les fruits, parce que les fruits, c'est aussi un aliment plaisir. Tout à fait, avec le produit sucré, le goût sucré que ça apporte. Exactement. Je rajoute un petit peu une nouvelle recommandation qui est apparue par rapport aux fruits à coque. Voilà, donc il est recommandé tous les jours d'essayer de consommer une petite poignée, parce que le problème des fruits à coque, c'est que c'est bon et que des fois, on se laisse emporter par notre engouement pour ce genre de produits. Donc les fruits à coque, ça va être noix, noisettes, amandes, pistaches, non salées, bien sûr. Oui. Qui sont riches en acides gras polyinsaturés. Donc de bons gras, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et en particulier, donc, dans ces acides gras polyinsaturés, le plus connu, l'oméga 3, surtout dans les noix. Et puis surtout, quand on mange une petite poignée de noisettes ou de noix ou d'amandes, eh bien, on est plus vite rassasié également. Ça nous évite finalement de grignoter tout au long de la journée. Donc, pensez-y, effectivement, de temps en temps, de prendre une petite poignée, bien sûr, de ces fruits. Et Delphine, mais finalement, si je prends un jus de fruits, le matin ou à 4 heures, ça me remplace une portion ou Alors, non, le jus de fruits n'est pas considéré comme une portion de fruits. Parce que tout simplement, pour avoir un jus de fruits, par exemple un jus d'orange, il va falloir presser 2, 3 oranges, peut-être 4, en fonction de la grosseur de votre orange. Et du coup, ça va vous apporter beaucoup de sucre. Et puis, ça va vous enlever quelque chose d'essentiel aux fruits. Ça va vous enlever les fibres. Et les fibres, comme on le disait tout à l'heure et comme on le verra par la suite, a vraiment une action essentielle. C'est ce qui fait l'intérêt du fruit également. Donc voilà, ça va être sucré. Tandis que si vous mangez le fruit, vous le mangez déjà plus doucement que quand on boit un jus de fruits. Donc le fait de mastiquer aussi participe déjà à la digestion et participe aussi à la satiété, parce qu'il faut un petit peu de temps. Le fait de mastiquer permet aussi d'envoyer plus rapidement au cerveau le message comme quoi ça y est, on n'a plus faim, par exemple. Et du coup, si à la place du jus de fruits, je prends une compote, est-ce que ça vaut ? Alors, la compote, c'est aussi sucré, il faut faire attention. C'est déjà un tout petit peu plus intéressant, en effet, que le jus de fruits en lui-même, mais malgré tout, on ne mastique pas, c'est vite avalé. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter, quand on ne peut pas faire autrement, qu'on a envie de sucrer, peut-être, de le compléter avec un yaourt, par exemple, ou un bout de pain. Mais alors, du coup, ce que tu es en train de me dire, quand tu dis compléter, ça veut dire qu'il ne faut pas manger le produit
sucré seul, c'est ça ce que tu es Alors, en train de me dire? il vaut mieux, effectivement, quand le produit, ne pas le manger de façon isolée. Vous pouvez très bien le manger à la suite d'un repas, il n'y a pas de souci, pour qu'il se mélange au bol alimentaire. Et pour qu'en fait, c'est au niveau du taux de glycémie, pour pas qu'il grimpe complètement très vite, très rapidement dans votre sang. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est conseillé de manger, en effet, un produit sucré accompagné d'autre chose. Alors, pas accompagné d'un autre produit sucré, par exemple. Hein, voilà. Donc, il faut faire un petit peu des petits mélanges comme ça pour éviter ce pic de glycémie. Pareil aussi, si je mange un yaourt aux fruits, par exemple, est-ce que ça compte comme un... Mais alors, est-ce que ce serait encore un faux ami? Eh ben, c'est un faux ami, bien Un sûr. flûte. Un faux ami, bien Moi, sûr. j'adore ça. Oui. Les yaourts aux fruits. Ouais. Mais moi, je croyais que ça remplaçait ma portion. Non, ma non, flûte. malheureusement, ça ne remplacera pas Mince. une portion. Parce Mais alors, si qu'encore- par exemple, je coupe mon fruit dans mon yaourt, Alors oui, ça c'est fonctionne. intéressant déjà, ça peut être déjà plus intéressant. En plus, le yaourt aux fruits est un produit ultra transformé, quand même transformé. Donc on va éviter, hein, c'est peut-être aussi un des conseils à avoir en tête à la fin de cette conférence, c'est que restez simple en fait, fabriquez vous-même vos produits. Si vous voulez, si vous aimez manger des fruits accompagnés d'un yaourt, si vous mangez les yaourts aux fruits, ben faites-le vous-même. Ça, c'est mais important. du coup, je vais être obligée d'attendre cet été pour pouvoir manger un yaourt à la fraise. Alors. Ah bah alors oui, il vaut mieux pouvoir je en vais être effet obligée de respecter les saisons. alors. respecter les saisons, c'est respecter le produit, je dirais, respecter le goût, respecter les nutriments qui le composent. Et il est quand même plus intéressant de manger un fruit ou un légume que l'on vient de cueillir, en effet. Voilà. Donc les circuits courts, c'est pas militant du tout, hein, c'est vraiment un conseil de bon sens, je dirais. D'ailleurs, vous le remarquez très bien. Hein, je ne sais pas si il y a des tomates hein, tout au long de l'année. On se rend compte que les tomates d'hiver sont pas bonnes du tout. Hein. Elles poussent hors sol, sous des serres, et elles ne bénéficient pas de la douceur du soleil hein, qui viennent les faire rougir. Donc c'est fort dommage. Finalement, il faut suivre les saisons. Suivons les saisons. Voilà. Hein. Donc ça, c'est important. Alors, on n'en a pas fini finalement, parce qu'on peut en parler beaucoup, hein, des fruits et des légumes, c'est passionnant. On va leur poser un petit sondage. Un petit sondage par rapport à la vitamine C, donc à quantité égale. Quel est à votre avis La vitamine C est l'ami de Delphine. Voilà, l'aliment le plus riche. Est-ce que c'est l'abricot, le kiwi ou le poivron rouge? Tu poses des questions, Delphine, je crois que... Alors, ça, même moi, je ne m'étais jamais posé cette question. Alors, ça, c'est plutôt à titre informatif. On est bien d'accord qu'on ne va pas se dire, eh bien, tiens, combien il y a de vitamines là-dedans plutôt que là ou que là. Soyons décomplexés, on le dit depuis tout à l'heure. Hein, donc, c'est juste à titre informatif pour voir un petit peu ce que vous en pensez et pour qu'on puisse partager un petit peu avec vous. Mais tu crois que du coup, finalement, ils vont manger que le produit qui va sortir ? Ah ben, j'espère que non. Vous savez qu'il faut toujours être modéré dans sa consommation, hein, pas d'excès. Hein, c'est juste des exemples hein, qu'on vous donne. Hein. Bien sûr. Est-ce que Fabien, tu as un peu des retours ou non, non, vous hésitez à répondre. Alors, il va falloir qu'on comble. Hein, alors, dis donc, moi, qu'est-ce que je préfère alors? L'abricot, le kiwi, le poivron rouge cru en plus. Attention, oui, attention, c'est précis. Hein. C'est précis, oui. Dis donc. Moi, j'ai une petite idée de ce qui va ressortir au niveau du sondage. Mais il y en a un qui est connu quand même hein, là-dedans pour être riche en vitamine C. Mais est-ce que vous allez vous faire avoir ou pas? Ah non, on va voir. On se fait jamais avoir. On apprend toujours. Allez, Fabien, t'écoute. Donc c'est le kiwi qui va ressortir en tête avec Bingo 60% des votants. Ah, quand même, 60%, c'est... Ouais. 72, autant pour moi, 72. Oula, oui. Okay. 21 pour le poivron rouge et 6 pour l'abricot. J'aurais dû faire un pari avec Delphine, du coup. Ah oui, et c'est moi qui aurais gagné. Hein, je sais pas.
Du coup, eh bien, c'est plutôt, c'est le poivron rouge cru Donc faites attention, qui contient hein. le plus de vitamine C. Attention au cru, hein, parce que bien sûr, la vitamine, lorsqu'elle est cuite, par exemple, lorsqu'on cuit son produit, eh bien, la vitamine est un petit peu dégradée, hein, quand même. Hein. Donc voilà, le poivron rouge cru qui est champion, hein, par rapport à ces 3 produits. Ensuite, effectivement, le kiwi. Alors, on connaît bien, hein, le kiwi, l'orange aussi, hein, qui est riche en vitamines. Et l'abricot qui en contient très peu. Hein, voilà, mais il contient tellement d'autres choses, hein, de bêta-carotène notamment, etc. Vous voyez les idées reçues des fois. Et voilà. Hein, donc parfois, des fois, le poivron rouge cru pour le digérer, c'est pas forcément facile, mais si vous le coupez en tout petit carré, que vous le mettez, le saupoudrez dans votre taboulé, par exemple, c'est un délice, c'est croquant, c'est juteux, c'est magnifique. Voilà. Alors, juste pour terminer sur ces produits, sur ces, excusez-moi, fruits et légumes, je vais y arriver. Pensez bien sûr à les manger de saison, locaux. Les produits congelés aussi, on n'en a pas parlé. Hein, les fruits ou les légumes, surtout congelés, c'est aussi bon. Hein, mais même les conserves, il y a pas les conserves, parce que, eh bien, lorsqu'ils sont ramassés, ces fruits ou ces légumes, ils sont tout de suite conditionnés, donc ils n'ont pas le temps de perdre leur vitamine qui est si fragile à l'air et à la lumière. Tout à fait, Delphine. Hein, que nos fruits et légumes soient congelés ou en conserve, sachez que la teneur en vitamines est quasiment identique et que parfois, il est peut-être mieux d'aller vers ces produits-là que du frais qui a traîné dans le frigo, dans le bac à légumes depuis une semaine. Hein. Bien sûr. Donc voilà, si vous pouvez, si vous avez un jardin, le mieux c'est de cultiver ces produits du jardin. Si vous connaissez des producteurs près de chez vous auxquels vous avez confiance, eh bien là aussi c'est encore mieux. Après, on ne peut pas faire comme on veut tout le temps. Hein. Après, il peut y avoir aussi des produits qui peuvent être chers. Tout à fait. Donc du coup, ça peut être intéressant de se tourner vers les boîtes de conserve, j'allais dire, mais attention, des produits bruts. Tout à fait. Hein, pas des plats cuisinés, pas transformés. Hein. Donc ça, c'est important aussi à le redire. Je voulais juste terminer là-dessus aussi sur les cuissons. Hein, donc les faire la plus courte possible pour préserver leurs nutriments à la vapeur par exemple ou en papillote, voilà. L'idéal c'est al dente, vous savez, un peu croquant. Bon, c'est pas on va dire, c'est pas la spécialité française. Hein, non, on aime bien quand c'est un peu fondant, etc. Voilà. Juste un petit aparté sur les plantes et herbes aromatiques, parce que ça ne fait pas partie des fruits et légumes, mais ça fait partie du végétal. Et c'est intéressant d'utiliser ces plantes aromatiques pour justement donner du relief un petit peu à nos plats, apporter de la couleur. Elles sont souvent gorgées de saveurs et elles ne dénaturent pas nos plats. Donc ça, c'est intéressant. En plus, elles sont riches en vitamine C, notamment le champion, puisqu'on est sur la vitamine C, c'est le persil. Tout à fait. Hein, alors, je ne pourrais pas vous dire s'il bat le poivron rouge cru, mais en tout cas, n'hésitez pas à parsemer de persil ou du thym aussi. Le thym est aussi riche en vitamine C. Savais-tu que la menthe ou l'estragon étaient riches en fer, par exemple? Moi, je l'ai découvert. Non, je ne savais pas. Voilà. Tu vois. Et le basilic riche en magnésium. Et voilà. Voilà. On va pouvoir se faire des assiettes pleines de saveurs. Voilà, c'est ça. Bien. Veux-tu rajouter un petit mot sur les fruits et légumes? On a fait le tour. On peut continuer. N'hésitez pas aussi à poser vos questions. Hein. S'il y a des questions qui remontent, on pourra les prendre aussi en direct et tenter d'y répondre en tout cas. Bien, alors, sondage suivant. Ah, là aussi, hein, c'est quelque chose qui peut faire débat. Les féculents font grossir et sont à éviter. Que pensez-vous de cette affirmation? Est-ce que c'est une affirmation? Vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les pâtes font grossir, le pain blanc, le pain... Et les pommes de terre. Et les pommes de terre, ah là là. Et dès qu'on en mangeait un petit peu, on culpabilisait. Flûte. je vais grossir. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Est-ce qu'il faut les éliminer? Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être certains féculents qui sont peut-être meilleurs que d'autres? Bien sûr. On va voir déjà en fonction de votre réponse pour voir. Donc n'oubliez pas d'aller cocher sur l'onglet sondage et de taper la réponse
qui vous On semble attend la avec bonne. impatience vos réponses. Voilà. Vous pouvez vous faire aider d'un ami, par exemple. Oui, si voilà, êtes vous savez, on se le plusieurs, fait comme voilà. c'est dans quoi déjà avec Jean-Pierre Foucault. Oui, mais là, si vous donnez une bonne oui. réponse, Vous gagnerez gagnez pas rien, des hein, par mille, contre. voilà. Hein. Vous gagnez juste le droit de recommencer au prochain sondage. Voilà, c'est ça. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous amener des éléments? Alors cette question fait beaucoup moins débat que la précédente. Ah. 96% des répondants ont voté faux à cette interrogation. Oh bah, ça fait plaisir. Ça, c'est une bonne alors nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va voir quelle est l'importance Tout à fait. de ces féculents. Et d'ailleurs, on parle des féculents, mais c'est quoi C'est quoi finalement les féculents? Donc c'est quoi? C'est ce que vous allez appeler les sucres lents. Donc effectivement, les féculents ne font pas grossir. C'est ce qu'on a l'habitude de rajouter avec, qui nous apporte des calories superflues. Hein. Je pense au bon plat de pâtes carbonara. Hein. Donc ce n'est pas les pâtes qui vont faire grossir, mais plutôt les lardons, la crème et le fromage qui vont avec. Alors attention, le carbonara, c'est pas forcément tout ça à la fois, hein, ça pour les puristes. Oui, hein. oui, parce qu'après on va avoir les Italiens voilà, qui vont... c'est ça. Hein, donc on va dire les pâtes, on met des lardons. Voilà. Donc c'est ce qu'on rajoute qui finalement va apporter des calories superflues. Les féculents sont un élément essentiel à notre alimentation et sont une bonne manière au contraire d'éviter la prise de poids parce qu'ils vont entraîner la sensation de satiété et vont permettre d'éviter de grignoter dans la journée. Alors, juste pourquoi? Tout simplement parce que c'est la principale source d'énergie pour notre organisme et ils permettent ces acides gras, ces sucres, excusez-moi, qui sont appelés les glucides complexes. Complexes pourquoi? Parce que dans leur structure, l'assimilation sera plus lente. Du fait de leur structure et on va pouvoir aller les stocker à des endroits bien précis qui sont dans le foie et le muscle. Mais dans ces féculents, on va retrouver nos protéines végétales parce que du coup, on va retrouver nos légumes secs. Les lentilles, les légumineuses. les pois chiches. Voilà. Donc en fait, double apport pour ces aliments qui vont nous apporter et les sucres longs et les protéines végétales. Donc vous voyez, en fait, c'est comme les produits laitiers qui nous amènent et le calcium et les protéines. Parce que souvent, quand on parle de l'alimentation, qu'on dit il faut manger ça, les gens nous disent mais j'ai l'impression que c'est énorme. Très complexe. Ouais, puis que ça fait beaucoup en termes de quantité. Mais non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un seul élément, en fait, on le retrouve souvent dans deux catégories alimentaires qui sont intéressantes. Voilà, et donc cette spécificité d'être complexe permet en fait au corps de l'utiliser l'énergie qui est donc développée par ces féculents de façon progressive tout au long de la journée. C'est un petit peu comme si on mettait de l'essence dans notre voiture, c'est un peu le carburant dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, et notre corps ne sait pas le fabriquer, donc on a besoin de ces féculents tout au cours de la journée. Tout à fait. Donc, il a bien distingué du sucre rapide. Je ne sais plus si on va en parler un petit peu. Juste après, on parlera des sucres rapides. Alors, juste, on va faire une petite aparté sur pourquoi consommer des sucres lents complets, pourquoi des glucides complets, hein, vous l'entendez de plus en plus. C'est exactement la même réponse que pour les légumes, finalement, parce que qu'est-ce qu'on rajoute en plus par rapport aux produits qui ne sont pas complets, ce sont les fibres. C'est-à-dire qu'il y a plus de fibres avec les mêmes effets que pour les fruits et légumes. Hein, c'est-à-dire que les fibres, elles vont entraîner cette satiété, une meilleure digestion et une protection vis-à-vis des maladies métaboliques. Alors, on peut dire aussi, par exemple, pour les personnes qui auraient des intestins sensibles, de ne pas inclure tout de suite. Hein, si vous n'avez pas de fibres, allez-y petit à petit pour que votre corps s'habitue. Hein, puis vous avez différentes catégories de complets. On a aussi le semi-complet qui est déjà intégré sans forcément aller sur du complet entièrement complet. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils doivent être présents à chaque repas, c'est-à-dire au repas du matin, du midi et du soir. Donc, souvent, c'est bien inclus sur le matin et le midi, mais beaucoup moins le soir. Alors, on insiste sur le fait de les consommer le soir, tout simplement parce que, comme c'est la source principale d'énergie,
de notre organisme. Il faut savoir que pour dormir, nous avons besoin d'énergie, hein, même si on ne fait rien. Et je ne veux pas trop anticiper parce que c'est notre question d'après, donc je ne voudrais pas vous donner la réponse. Mais je repréciserai donc dans le sondage qui arrive tout de suite derrière. Et donc, comme d'habitude, on met l'accent sur la variété, hein, autant que de possible. C'est-à-dire, on ne mange pas que des pâtes ou que des pommes de terre ou que du riz. Aujourd'hui, on a pléthore de féculents qui sont à notre portée, avec l'apparition notamment des légumineuses, hein, avec le quinoa, le tapioca, etc. Très bon le quinoa. Hein, voilà, donc avant, on avait moins accès à ces produits. Maintenant, on a accès plus facilement à ces produits avec des modes de cuisson qui se sont un peu adaptés aussi, parce que des fois, c'était un peu complexe. Mais voilà, n'hésitez pas à varier vos sources de féculents. Oui, j'ai une question, c'est ça? Vas-y, Fabien. Alors, on a une question qui revient, qui est sur les pâtes faites de farine, de maïs ou de riz, ont-elles le même apport en sucre lent? Et une autre question, qui était plutôt sur le calcium, mais que je voulais quand même vous poser aussi, c'est sur la même logique, c'est sur les laitages. Une personne qui arrête les laitages de vache et qui passe sur des laitages brebis ou chèvres. Quel apport différemment? Alors, je commence par le calcium, mais on continuera après sur l'autre question. Donc, pour le calcium, effectivement, pour les produits qui sont à base de lait de chèvre, de chèvre et de brebis, effectivement, la quantité en calcium dans ces produits-là est une teneur un peu plus faible. Oui. Mais sur ceux qu'on pense très bien à un produit à base de lait de vache. Par exemple, ceux aussi les personnes qui vont aller vers les produits à base de lait végétal. Soja, par exemple. Le soja ou au lait de riz, au lait d'amande. Donc, il faut savoir que maintenant, ces produits sont quasiment tous supplémentés en calcium. Mais à la base, ce n'est pas un produit laitier, le soja. Voilà. Hein, tout à fait. C'est une protéine. Voilà, c'est ça, ce sont des produits végétaux. Végétaux. Les produits végétaux. Et donc, ces produits-là ont une teneur faible en calcium. Mais comme des personnes ont une intolérance au lactose ou ne souhaitent plus consommer des produits à base de lait de vache, vous pouvez très bien aller sur ces produits-là qui sont supplémentés. Faites juste attention au moment de l'achat de vérifier qu'ils sont bien supplémentés en calcium. Voilà. Mais on a fait une vérification. Il semblerait quand même que majoritairement, maintenant, tous les produits soient supplémentés. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, c'était par rapport aux produits, c'est ça, à base de farine de maïs et de farine de riz, c'est ça? Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de distinction en termes de qualité, que ce soit des farines de blé, de maïs, ça reste des céréales, et les céréales nous apportent ces glucides complexes. Après, on peut partir sur, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui, sur les intolérances au gluten, et du coup, effectivement, l'intolérance au gluten, ou on n'a plus envie de manger de gluten, il faudra aller vers ces types de produits avec ces farines-là. Mais en termes d'apport en glucides complexes, il n'y a pas de distinction à avoir en fonction des produits. Effectivement. Attention aussi aux farines trop raffinées, voilà, par exemple. C'est aux farines blanches, par exemple. Même notre fameux pain blanc. Le pain est considéré comme un glucide complexe, mais si la farine est bien blanche et bien raffinée, il peut basculer dans un produit sucré et du sucre rapide. Voilà. Mais malgré tout... Après, ne culpabilisons pas. Voilà, c'est tellement bon le pain, pour une maman de boulanger en plus. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais par exemple, si vous voyez les vermicelles de riz qu'on va retrouver surtout dans l'alimentation asiatique, c'est normal qu'ils aient cette couleur blanche parce que le riz à la base est blanc. Donc voilà, en fait, ça va dépendre quand même du type de farine que l'on a derrière. Mais voilà, pas d'inquiétude par rapport à ça. De toute façon, je vous le répète, c'est vraiment la variété des aliments, des apports qui va primer. Voilà. Tout à fait. Donc le sondage d'après, justement, vas-y. Il y a d'autres questions peut-être ou non, c'est bon. Okay, alors donc on va lancer le sondage d'après. Donc quel est le rôle principal des glucides? Alors est-ce que son rôle principal c'est la fabrication du tissu osseux? Est-ce que c'est apporter de l'énergie aux muscles et au cerveau? De résister aux infections ou procurer du bien-être? Donc on vous laisse répondre. Et donc j'espère que
On va pouvoir vous éclairer Et sur vous le rôle apporter, des, effectivement, des précisions. des précisions sur le rôle de ces glucides. Et alors, dis donc, moi j'aime bien manger du chocolat devant la télé, par exemple. Ah, le chocolat. Oui. Est-ce que le chocolat, c'est quand même un fruit aussi, quand même? Ça, oui. Oui, voilà. Oui, Mais, alors ça, c'est pour se donner bonne conscience ouais, si on mange la moitié de la tablette de chocolat. Est-ce que du coup, c'est plutôt du complexe, du simple? Comment ça se Donc, passe? alors le chocolat, c'est du sucre, hein, du sucre rapide, là, pour le coup. J'ai bien tenté le coup. Ouais, bon, non, mais non. ça Non, tu marche vas pas pouvoir remplacer ta portion de glucides, de sucre lent par du chocolat, ça ne va pas C'est fonctionner. dommage. Voilà, après, il y a le débat sur le chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait. Alors, il faut le savoir qu'en termes d'apport calorique, qu'il soit noir au lait ou blanc, c'est identique. Hein. On est à 540 kilocalories pour 100 grammes, donc c'est pas rien. Voilà. 100 grammes, c'est la moitié d'une tablette. Hein. Donc, il faudrait pouvoir se contenter d'un petit carré. Voilà, Hein. c'est ça. C'est un aliment plaisir aussi. Donc, Tout à fait, effectivement. Alors, juste pour ajouter, quelle différence il y a entre les 3 chocolats, parce que je suis sûre que vous posez la question, et pourquoi, les calories sont identiques. Des fois, on a un petit peu du mal à comprendre. Oui, ouais. Et ben, dans le chocolat noir, finalement, il y a plus de cacao, de pâte de cacao, Ouais. qui est riche, en fait, en acides gras, Ouais. donc en matière grasse. Pour le chocolat au lait, il y a moins de pâte de cacao, mais plus de sucre. Bah oui. Donc, en fait, ce qui compense, en fait, l'apport. Exactement. Et puis, pour le chocolat blanc, le chocolat blanc, c'est pas vraiment du chocolat. Alors voilà, c'est un débat. Les puristes n'aiment pas en général Voilà. le chocolat Il y a très peu de blanc. pâte de cacao, donc Bah oui, si on bien part du sûr. principe que le chocolat c'est fait à partir de pâte de cacao, voilà. Mais au final, la quantité est identique. Fabien, on te laisse nous donner les résultats. Donc pour le résultat du sondage sur le rôle principal des glucides, 94% des votants ont répondu l'énergie des muscles et du cerveau. Oui. Et bah, c'est 4% sur la fabrication du tissu osseux et 2% sur les réponses immunitaires. ok. Donc, On nous a bien écoutés. On vous ouais, remercie. c'est bien. C'est bien. Bravo. On vous félicite. Donc effectivement, les glucides complexes vont permettre d'apporter de l'énergie aux muscles et au cerveau. Et on vous rappelle que le muscle principal de notre organisme essentiel reste notre cœur. Voilà. Donc voilà, votre cœur, il a besoin de glucides pour fonctionner. Donc n'hésitez pas à en consommer, pas de trop bien sûr, mais pour permettre un bon fonctionnement. Et également pour le cerveau, il faut savoir que le glycogène, donc c'est l'élément en fait qui est retrouvé après la digestion des glucides complexes est la seule source d'énergie du cerveau. Et vous comprenez bien que lorsque vous dormez, votre cerveau fonctionne, notamment au moment des rêves. On estime qu'au moment du rêve, le fonctionnement du cerveau est équivalent lorsque vous êtes réveillé, quoi. En activité. Et donc, il a besoin d'énergie. Et des fois, les réveils nocturnes peuvent être liés justement à une prise insuffisante de... On a faim, en fait. Oui, C'est alors ça. on n'a pas la sensation de faim, mais Ouais. votre cerveau, il se réveille Ouais. peut-être pour vous dire coucou, va manger un petit quelque chose. Et nous, on a eu quand même des témoignages de façon assez récurrente de personnes qui nous disent ah bah oui, des fois je vais grignoter Ouais, une petite dans la nuit. cracotte, un petit bout de Ouais. pain, et puis je Ouais. me rendors jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, peut-être à réfléchir sur ça. Donc élément essentiel pour le bon fonctionnement de votre muscle et de votre cerveau. On va continuer avec le prochain sondage. Donc la mention, effectivement, sans sucre ajouté, signifie qu'il n'y a pas de sucre du tout dans le produit. Qu'est-ce que vous en pensez? On reste dans les sucres. Hein. Tout à On fait, continue, tout à fait. dans les Alors, glucides. ne vous faites pas avoir, hein, on a bien mis, il n'y a pas de sucre du du tout tout dans le produit. dans le produit. Voilà, donc cette allégation nutritionnelle, on la retrouve de plus en plus. Hein, il y en a plein. On a le sans sucre ajouté, on a sans huile Riche de en palme, vitamines ceci, riche en vitamines cela. riche en calcium, riche voilà. Maintenant, on a produit vegan aussi Oui, qui est apparu. il faut pouvoir décrypter tout ça, C'est hein, ça, parce que tout ce à sont fait. finalement des allégations toujours très alléchantes, pleines de promesses. Tout à fait. À Mais- 0% de sucre, 0% de gras. Voilà. Hein, Mais aussi. en général, quand il manque un truc, c'est autre chose qui le remplace. C'est ça. C'est pas tout à fait. Des fois, ça manque un petit peu de naturel hein, quand même. Hein, quand C'est on regarde, exactement, quand exactement. on regarde un peu l'étiquette du produit, on est surpris parfois. Des Les étiquettes, hein, c'est riche d'enseignements. Encore faut-il pouvoir le lire et les Pas toujours décrypter facile aussi, à hein. décrypter et Voilà, à bien c'est ça. comprendre. Hein. C'est ça. Alors, est-ce Alors, que... ok, Fabien, t'écoutes?
90% des votants ont voté faux à la question. La mention bien. sans sucre ajouté signifie qu'il n'y a pas de sucre du tout dans le produit. Ok. Eh ben, Super. c'est ça, Allez, c'est vrai, c'est Delphine. faux. Hein. Il ne faut pas oublier que, par exemple, on prend l'exemple d'une compote ou d'un jus de fruits. S'il n'y a pas de sucre ajouté, ça veut dire que malgré tout, il faut compter le sucre du produit qu'on a utilisé pour sa fabrication. Donc, que ce soit des compotes, eh bien, il faut compter le sucre des fruits Tout à fait. qui ont participé à l'élaboration de cette compote. Également, le sucre pour le jus de fruits. Hein. Donc, voilà. Donc, sans sucre ajouté, c'est vrai, hein, ils ne Oui. rajoutent pas du C'est sucre en interdit. plus. Voilà, c'est ça. Ils n'ont mais, pas le droit. Ouais, tout à fait. voilà, il ne faut Mais, pas être candide hein, par rapport à Tout à ça et savoir qu'il y a quand même le sucre du produit. Ouais, tout à fait. Voilà, on ne peut pas retirer le sucre d'une pomme avant de faire une compote, c'est pas possible. Oui, et juste, je tiens à préciser que si pour ceux qui lisent un peu les étiquettes, des fois sur le yaourt nature, vous voyez qu'il y a Oui. du sucre. Alors c'est pas du sucre avec le goût sucré, c'est le lactose. Tose. Et le lactose est un sucre, mais c'est Contenu spécifique dans le du yaourt. lait. Donc c'est pour ça que vous retrouvez sur les étiquettes des glucides, mais qui ne sont pas des glucides simples comme le sucre de table ou tous les produits sucrés. Voilà. D'ailleurs, dans les étiquettes, ça me fait penser que sucre, glucides, dont sucre, hein, vous avez deux Ouais, lignes tout en à fait. fait. On voit bien là, on peut faire la différence en effet entre ces glucides simples ou pas. Alors, les glucides simples, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Eh ben, ils vont apporter de l'énergie rapide. Hein. L'énergie va être rapidement disponible pour notre organisme. En fait, ça veut dire que le sang va tout de suite, le sucre, pardon, va tout de suite aller dans le sang, et c'est ce qui va faire augmenter le pic de glycémie. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ils sont à consommer de préférence au cours des repas ou même en fin de repas, hein, puisque pour qu'ils se mélangent au bol alimentaire, ça en prend un petit moment hein, de digérer. Hein, c'est pas sur l'instant. Hein. Ils sont à limiter. Ben oui, c'est la seule restriction ou la seule attention hein, qu'on vous demandera. Et d'ailleurs, pour tout le monde, hein, je dirais. Hein, Il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour limiter. Sucré, ouais. Attention aux boissons sucrées, bien sûr, aux aliments gras et sucrés. En fait, je dirais à tout ce qui est transformé, ou même ultra transformé, que sont les viennoiseries, même si on les aime bien, les pâtisseries, les crèmes dessert dont tu parlais tout à l'heure. Mais du coup, tu crois qu'on a le droit de leur dire qu'on nous a quand même proposé une viennoiserie avant de démarrer? Mais ça reste un aliment plaisir. Ça reste Voilà. un aliment plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer. Hein. On est bien d'accord encore une fois là-dessus. Ça veut dire qu'il faut savoir reconnaître ce que tu appelais les faux amis. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tout ce qui est aliments transformés, eh bien, il y a des sucres cachés à l'intérieur, même si ce n'est pas un produit dessert. Par exemple, dans les biscuits apéritifs, vous allez trouver du sucre. Dans les sauces, les vinaigrettes industrielles, les plats préparés. C'est un conservateur, le sucre, hein, donc du coup, c'est bien pas sûr. cher. Hein, donc, le pain de mie aussi, on parlait du pain tout à l'heure, le pain de mie, c'est quand même un produit ultra transformé. Mais maintenant, c'est à la mention sans sucre ajouté. Voilà, mais quand même... Donc ça veut dire que normalement, il n'y a que l'apport en sucre des produits qui sont... Voilà, mais quand même, ça reste quand même assez un produit sucré. transformé, tout à fait, oui. Voilà. Donc quand même, pour rajouter, ne culpabilisez pas si vous mangez votre viennoiserie, votre gâteau. Voilà, le plaisir est essentiel. Hein. C'est pour ça on vous rappelle le titre de la conférence qui est l'équilibre alimentaire. N'en faites pas tout un plat. Et surtout, l'équilibre se visualise sur l'ensemble de la semaine. Exactement. Donc on vous donnera un petit moyen après pour compenser des fois quand on fait des petits écarts. Et on va passer au sondage suivant. Voilà, donc là on va entamer, on va aborder un nouveau groupe alimentaire. Puis on accélère un tout petit peu pour être dans les temps du coup. On va accélérer, ça va glisser sur l'huile. Hein, du coup, l'huile d'olive est moins grasse que les autres huiles. Qu'en pensez-vous ? Ah là là, les puristes qui... L'huile d'olive, c'est une bonne huile en général. Bah oui. Hein. Et puis c'est pas ceux du Sud qui te diront le contraire. Ah non, c'est pas moi. Mais alors par contre, si on va en Bretagne, ils vont dire quoi? Je sais pas si on a des Bretons dans ceux qui nous écoutent. Ou des gens du Nord. Beurre quand même. Et le beurre de micelle en plus. Ouais, beurre de micelle. Ouais. Donc on va voir alors. Alors, je me pose la question, est-ce que tu penses que le beurre il est moins gras ou plus gras que l'huile? Tiens, c'est vrai, bonne question. On va voir. On va voir. N'oubliez pas d'aller cliquer sur l'onglet sondage pour pouvoir répondre à notre question.
En tout cas, il y a une belle affiche là. Les huiles sont d'une couleur extrêmement belle. Tout à fait. Ça oui. donne envie. Hein. Ouais. Les olives noires, les olives vertes. Et la tapenade. Oh là là, bien Tu sûr. veux en la parler de la tapenade. tapenade? Oh là là. Produit Ok. plaisir, hein, bien sûr. Tout à fait. Fabien, à toi. Alors, pour le résultat à cette question, 93% des personnes ont répondu faux à la question. L'huile d'olive est moins grasse que les autres Ah huiles. ben oui, c'est Ben, pas parce c'est qu'elle très est bien. bonne et magnifique que elle est moins grasse que les Tout à autres. fait, Hein. oui. L'huile d'olive, ça reste de l'huile, et qu'elle soit de noix, de colza, Eh de oui. pépins de raisin, de tournesol et autres, eh bien, c'est 100% de gras. Hein. Donc vraiment, voilà, il faut avoir à l'esprit que il faut en consommer avec modération. Hein. Le gras que l'on va rajouter au cours de la journée, eh bien, il faudra le mesurer. Alors Tout le à fait. mesurer, pas au gramme près, hein, au millilitre près, mais en tout cas, voilà, il faut faire attention, effectivement. C'est pas parce qu'elles contiennent des oméga 3 ou des oméga 6 ou des oméga 9, même si elles contiennent des acides gras essentiels, des bons acides gras, eh bien, il faut quand même les limiter. Donc, les huiles végétales, hein, globalement, hein, elles préservent notre santé justement par rapport à ces fameux apports en oméga, que ce soit d'olive, de colza, de tournesol, de noix. T'en vois d'autres encore, Élodie? Après, on a celle de pépins de raisin, on a de Voilà. noisettes, enfin, on a de plus en plus d'huiles maintenant qui de sont plus en plus disponibles d'huile, effectivement. Donc, sur voilà. le marché. Ouais. Alors juste pour vous apporter une petite aide pour savoir la quantité en fait par jour, Oui. pour les huiles végétales, ça représente 2 cuillères à soupe Oui. par jour. Donc faire attention justement quand on fait les vinaigrettes. Et oui, où on quand, a tendance voilà. à avoir la main Exactement. un peu lourde. Plutôt utiliser finalement un saladier, mettre un petit fond de sauce et mélanger que mettre sa sauce voilà, on a en général la main plus lourde Tout à quand fait. on sauce dans son assiette. Tout à fait. À titre d'exemple aussi, alors le beurre, c'est entre 80 et 82% de gras. Certes, c'est source de vitamine A, mais quand même, c'est un produit d'origine animale. Donc, du coup, il va y avoir des acides gras qu'on dit saturés. C'est ça, tout à fait. Hein. Donc, quand c'est saturé, il faut limiter. Ouais. Et le beurre, il est conseillé de le consommer plutôt cru ou fondu. Tout à fait. Ne pas le faire brûler, par exemple. Tout à fait. Hein, genre, je sais que certains cuisiniers que l'on voit à la télé, parfois, vous disent de faire un beurre noir, où vraiment il a... Oui, de temps en temps, on peut le faire. On c'est peut le comme faire. d'habitude, Mais voilà, toujours... faut faire attention. La crème également fait partie des matières grasses. On aurait pu croire que finalement ça faisait partie des produits laitiers puisque c'est issu, mais non, parce que du coup, elle est plus grasse que qu'on a enlevé, qu'on a enlevé ça. du lait. Tout à fait. Donc cette crème, c'est entre 30 et 40% de matières grasses. Alors dans vos supermarchés, on les trouve à 30%, mais si vous allez chez les producteurs, on va les trouver peut-être un peu plus élevés. Vous avez aussi les margarines qui sont finalement à base d'huile végétale, mais que l'on a transformées, voire hyper transformées pour les durcir. Elles contiennent en fait des acides gras trans. Voilà, c'est ça. Donc comme on connaît pas même trop, acides gras, on ne connaît pas trop l'effet sur l'organisme. Les effets, voilà. Donc, dans le principe de précaution, on dirait que privilégier plutôt l'huile directement dans la poêle que la margarine. Voilà. Alors, pour bénéficier de tous ces apports d'oméga 3, oméga 6, oméga 9, eh bien, il faut pouvoir varier les huiles, comme on peut varier aussi nos sources d'eau, en fait, d'eau de source. Il faut pouvoir varier ces huiles pour, en effet, nous permettre d'avoir tous les effets protecteurs. Voilà, donc finalement, pour les lipides, on privilégie les sources d'origine végétale pour les acides gras plutôt que les produits d'origine animale. On vous propose le sondage suivant. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne contient pas de cholestérol? Est-ce que ce sont les œufs, le foie de veau, l'huile de tournesol ou le beurre? Alors j'avoue que la première fois qu'on m'a posé la question, je me suis dit mais c'est quoi cette question? Bon, après réflexion, je suis arrivée à répondre à la question. Donc on va voir si vous aussi vous allez y arriver. Alors
n'oubliez pas d'aller cliquer sur l'onglet sondage Voilà. et de choisir du coup la proposition qui pour vous ne contient pas de cholestérol. Alors encore une fois, c'est juste à titre d'information. Tout à fait, hein. On ne va pas encore une fois aller calculer. Il vaut fait. mieux manger ça plutôt ça. Alors si je mange ça, bon, voilà. Donc c'est vraiment à titre informatif. Et puis on fera pas de débat sur les œufs non plus. Non plus. Hein, on vous le Non. dit tout de suite. Parce que c'est pareil sur les œufs, je crois qu'on entend du tout et n'importe quoi, puis ça change Régulièrement. Voilà, ça change régulièrement. Donc des fois on préfère ne rien dire que de dire une bêtise. C'est vrai. Allez, c'est bon. Alors, 65% ont répondu le foie de veau, 29% l'huile de tournesol et le reste pour les œufs. Personne n'a répondu pour le beurre. d'accord. Ok, ben c'est Allez. intéressant quand même. Delphes, à toi. Cette proposition. Eh bien, effectivement, c'est dans l'huile de tournesol qu'on retrouve le moins de cholestérol, de gras, hein, finalement, qui se trouve dans le produit parce que l'huile de tournesol est tout simplement une huile d'origine végétale. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que elle est dénuée, hein, de cholestérol qu'il va falloir la consommer en grande quantité. Hein. Voilà, ça c'est important. Bien, ben, on poursuit par un autre sondage et on va donc on a clôturé le chapitre des matières grasses. Ouais, On va ouvrir le chapitre de l'hydratation, tout simplement. L'hydratation et l'activité physique. Et l'activité on terminera physique. sur ça. Voilà. Donc prochain sondage, il ne faut boire que lorsque l'on a soif. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vrai, est-ce faux? Bah, vous avez vu, on a notre verre. On va en profiter pour boire un petit coup avec Delphine. On va vous montrer l'exemple. Peut-être que ça va vous orienter sur la réponse. Moi, j'aurais trop peur Donc, de m'étouffer. Je préfère. L'hydratation, c'est quand même une grosse question, notamment avec l'avancée en âge. Hein. Ben oui. Oui, donc là, ça va, on est dans l'hiver, mais sachez que voilà, c'est aussi une problématique qui se pose aussi bien en hiver qu'en été. Tout à fait. C'est bon? Allez, vas-y. Alors, quels sont les résultats? Alors, 92% des personnes ont répondu faux à la question « Il ne faut boire que lorsque l'on a soif ». Ben oui, c'est faux, hein, parce que la soif est déjà un signe de déshydratation. Il faut donc boire avant qu'elle n'apparaisse. Sachez aussi que la sensation de soif diminue avec l'âge. Hein. Donc, c'est important de boire. Alors, par contre, on entend beaucoup de chiffres. Hein, il faut boire 2 litres, il faut boire 3 litres, il faut boire 1 litre. Sachez que sur 24 heures, finalement, nous perdons environ 2,5 litres à 3 litres d'eau. Tout simplement parce qu'on respire, parce que notre peau respire, c'est ce qu'on appelle la perspiration, et parce que on va aux toilettes, hein, donc du coup on élimine. Notre corps aussi est composé de 60 à 70% d'eau, donc on a besoin de l'apporter pour renouveler. Donc on considère qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, hein, on a vu que les fruits et légumes étaient riches en eau, apportait environ, on va dire la moitié de ces besoins hydriques. Donc ça signifie qu'il reste à notre charge 1 litre à 1,5 litre à boire en plus de notre alimentation. Là aussi, il faut pouvoir varier. Hein. Si on n'aime pas l'eau comme ça, qui n'a pas forcément de goût, qui a parfois mauvais goût, hein, des fois ça sent la javel, c'est pas très, très agréable, pensez aux boissons chaudes, à la tisane, au café, aux soupes également. Oui, parce que c'est un peu réducteur quand on dit 1 litre ou 1,5 litre oui. d'eau, c'est 1 litre ou 1,5 litre de liquide en dehors des boissons sucrées et alcoolisées. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que, voilà, sachez qu'aussi que les pertes sont plus importantes, comme tu disais, quand il fait chaud. Ouais. Hein, donc il faut boire un peu plus quand il fait chaud. Quand on pratique de l'activité physique, aussi. On va le voir tout de suite. Quand on a de la fièvre aussi, on dépense plus d'eau. Donc voilà, donc c'est important. L'eau, elle est vraiment indispensable à tous nos processus vitaux. Elle nous maintient la température, elle nous permet d'avoir de la salive, elle nous permet d'avaler. Elle assure l'hydratation de la peau et élimine les déchets. Donc c'est pour ça qu'il est quand même important de boire. Et sachez qu'un manque d'hydratation va amener des maux de tête ou de la grande fatigue. Et si vraiment on est vraiment très déshydraté, eh bien on peut... c'est la désorientation. On peut être désorienté, voilà.
Attention, juste un petit, si vous prenez des eaux minérales fortement minéralisées, notamment riches en sodium, attention pour les personnes qui souffrent d'hypertension ou qui ont des problèmes rénaux. Ou celles qui sont riches en magnésium aussi. Et celles qui sont riches en magnésium aussi. Parce que aussi. ça accélère le transit. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne l'eau. Et du coup, on va passer du coup au petit versant activité physique. On va voir si vous aviez bien écouté la première session. Parce qu'on vous l'a dit, hein, l'alimentation ne peut pas se penser aujourd'hui sans la pratique d'activité physique. Hein. Ça va permettre de réguler justement parfois les petits excédents, les petits écarts. Donc on vous propose la question suivante, le sondage suivant. Est-ce que la pratique régulière d'activité physique diminue l'hypertension artérielle ? Donc en gros, est-ce que finalement l'activité physique permettrait d'avoir une action positive sur les maladies métaboliques si on parle de façon un peu plus générale. Donc c'est quand même quelque chose, on a une réponse depuis un certain nombre d'années, mais peut-être... On ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Peut-être que c'est en lien avec les messages aussi que vous donne le médecin, de façon régulière, et les messages qu'on entend également dans les médias. Est-ce que c'est bon, Fabien ? 100% de nos votants ont répondu vrai. Voilà, super. Ça veut dire que le message les messages passent, hein, effectivement. Donc c'est très bien. Effectivement, hein, donc juste pour continuer l'activité physique, je vous redonne juste la définition très rapidement. Hein. Ce sont tous les mouvements de notre organisme qui vont permettre d'avoir une dépense énergétique au-dessus de la dépense énergétique de repos. Donc c'est à peu près toutes les activités, tous les mouvements que l'on va faire. Et au-delà des nombreux bienfaits que peuvent procurer l'activité physique, elle permet donc de baisser la tension artérielle et ainsi de lutter contre l'hypertension, qui est l'une quand même des premières causes de maladies cardiovasculaires aujourd'hui. Alors moi, par exemple, quand je suis un peu stressée, le fait d'aller courir ou le fait de sauter à la corde, d'aller marcher, d'aller se promener, tout à fait. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La pratique d'activité physique, elle va permettre d'augmenter la force de contraction du muscle et du myocarde notamment. D'accord ? Le myocarde, je vous rappelle que c'est le muscle du cœur. Du coup, ça veut dire qu'on va avoir une diminution de la fréquence cardiaque au repos, mais également à l'effort. Donc le cœur va se fatiguer moins. On a une augmentation du volume du sang éjecté au moment de la contraction ventriculaire qui sera donc augmentée et une amélioration de la vasodilatation, c'est-à-dire que vos artères vont permettre de faire passer plus de sang et du coup la capacité du sang à transporter l'oxygène aux organes est améliorée. Et donc c'est l'ensemble de ces organismes qui participent au maintien d'une tension artérielle, on va dire normale, je mets des guillemets, mais disons qui rentre... Et qui baisse mon stress du coup ? Tout à fait, donc c'est double, qui baisse votre stress et puis qui va permettre de consommer l'énergie peut-être en trop que vous avez... consommer lors des repas. Donc, les carrés de chocolat, par exemple, exactement. Je peux les éliminer. Tu peux manger ton carré de chocolat si derrière tu vas... Tu peux peut-être en manger même 2. Oh, alors très bien. Si tu fais 10 minutes de plus. Très bien. Donc voilà, c'est aussi un bon levier pour, on va dire, pour s'autoriser des écarts, pour également mieux gérer certaines maladies métaboliques, parce que là on parle de l'hypertension, mais il faut savoir que l'activité physique, elle a une action positive sur toutes les maladies métaboliques. Le diabète, par exemple ? Le diabète, le cholestérol, l'ostéoporose, etc. quoi. D'accord. Donc on vous propose le dernier sondage et après, promis, on vous libère. Donc une activité physique intensive de 2 heures par semaine est-elle équivalente à une marche rapide de 30 minutes par jour ? Donc on va avoir les puristes qui vont dire moi j'ai besoin d'aller faire ma randonnée ou mon sport 2 heures de façon intensive. Et puis les autres qui n'aiment pas forcément comme moi, sortir trop de leur zone on va dire de confort et qui vont privilégier plutôt leurs 30 minutes par jour. Donc qu'est-ce que vous en pensez et finalement que faut-il privilégier ? Faut-il être un sportif aguerri
de façon intensive ou plutôt le marcheur de tous les jours. Mais activité physique n'est pas égale à sport, hein, de Non, toute bien façon, sûr, hein. tout à fait. Voilà. On fait bien une distinction. Hein. Dans le sport, il y a la notion de performance Oui. dans un De cadre bien compétition aussi, codifié, peut-être. tout à fait, oui, Ouais. hein, avec une pratique bien encadrée. Alors que l'activité physique, malgré tout, c'est vraiment... Du moment que je bouge mon corps, c'est ça, tout à fait. Tu peux danser que je sous mets ta mon- douche, ça fonctionne. je hein, mets aussi, mon corps en mouvement, Exactement. je dépense un peu plus d'énergie. Tout à fait. D'accord. Même quand tu vas faire tes courses, tu dépenses de l'énergie à porter tes sacs, à te déplacer dans le magasin. Exactement. Voilà. Et si je fais du lèche-vitrine, par exemple? Et si tu vas à ta vitrine à pied, ça va fonctionner. Par Ouais. contre, après, Ça on marchera estime pas. que faire le shopping, non, ça D'accord. fonctionne pas. Bon, Ça bah, sera tant pis. plutôt du piétinement plutôt que C'est vraiment ça, de la vraie. exactement. Mais ça sera toujours mieux que rien. Très bien. ouais. Voilà. Ok. Alors, à ce dernier sondage, 78% des votants ont répondu faux et 22% ont répondu vrai. Tout à fait. Donc c'est D'accord. tout à fait la bonne réponse. Donc c'est Effectivement. faux, hein, du coup. Oui, c'est faux. Voilà. Donc il ne faut pas privilégier les 2 heures par semaine, mais bien faire les 30 minutes par jour dans l'activité physique, et notamment pour avoir une action sur les maladies métaboliques, et donc l'hypertension, le diabète, etc. Ce sera bien la régularité qui va primer. C'est bien pour ça qu'on entend dans les médias le message 30 minutes. Alors avant, on entendait 30 minutes de marche rapide et puis Oui. on comprenait pas trop. Ce que C'était ça un peu voulait comme les dire. 5 fruits et Ouais, légumes. hein. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est 30 minutes d'activité physique dynamique. Donc dynamique, ça veut dire pas trop plan-plan, quoi. C'est marcher d'un bon pas. Ils ont, dans les recommandations, on a un petit peu précisé notamment ces recommandations pour les plus de 55 ans. Donc les 30 minutes par jour de façon dynamique qui peuvent se faire par une marche, tout simplement. Bien sûr, il faut les faire tous les jours de façon régulière. On n'est pas obligé de les faire d'un coup. On peut Alors les c'est ce faire que j'allais fractionner, te poser comme question, Voilà. effectivement. Je Bah, peux des faire 10 études, minutes un petit voilà. peu. Des puis après- études récentes ont démontré que finalement de fractionner, ça n'avait pas vraiment d'impact en fait sur les bénéfices, mais que le bénéfice venait bien de la régularité de cette activité physique et que ces 30 minutes, donc c'est des activités d'endurance, on appelle ça la marche par exemple, D'accord. fallait compléter avec des activités de renforcement musculaire. Hein. Tout simplement, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, préserver votre masse osseuse, votre masse musculaire qui va permettre de protéger vos os. Donc vous pouvez faire des exercices spécifiques, mais ça peut être porter vos courses, jardiner, monter, descendre des escaliers. Après, on peut avoir des exercices également pour améliorer votre équilibre. Hein. Ça peut être, je me brosse les dents sur un pied, je me lave les dents sur un pied. Je lave ma salade sur Voilà. un pied. Comme Par ça, exemple, j'ai mon Je levier m'amuse qui à me marcher en pas de fourmi, par exemple sur les bordures de trottoir. Enfin voilà, dans l'idée de préserver votre équilibre et de limiter les risques de chute. Et puis, on a également des exercices d'assouplissement, tout simplement pour vous permettre de garder votre souplesse, qui, dans les actes de la vie quotidienne, vous permettra de préserver votre autonomie aussi le plus longtemps possible. Donc voilà, limiter au maximum le temps assis. Et pour terminer, je vous présente en fait le logo du nouveau site du programme Plan Nutrition et Santé, qui est financé par le ministère de la Santé. Hein. Et vous allez trouver plein d'informations intéressantes, notamment sur l'alimentation, avec par exemple la fabrique à menu. La fabrique à menu, voilà, ça va être fini les pannes d'inspiration. Hein. Vous découvrirez des idées menus de saison. Hein, qui seront variés pour manger équilibré toute la semaine. Oui, et je pense qu'on peut rentrer par exemple, à on fait, regarde dans notre frigo, on a tel et tel aliments, on le note et puis ils nous sortent comme par magie voilà, des menus. Exactement. C'est magnifique. Exactement. Puis ils vous proposent même 50 astuces pour manger mieux et bouger plus. Voilà. Et même des recettes qui coûtent 2 € et qui vous prennent 2 minutes ou presque. Alors, on n'a pas testé les 2 minutes. Hein, à vous nous direz si effectivement ça vous prend que 2 minutes. Voilà, puis plein d'autres informations. Donc on espère que cette conférence vous a permis de répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Alors, on va revenir sur 2 petites questions. La première qui concernait le lait d'amande, s'il est fait chez nous. Donc,
un lait d'amande qui n'est pas industriel, mais sur des amandes qu'on va mixer. Oui. Sur les apports, est-ce qu'on a les mêmes apports? Est-ce que c'est quand même plus intéressant que le lait industriel? Si oui, qu'est-ce que ça apporte en plus? Et je vous pose une deuxième question qui est sur l'alimentation végane. Votre avis Alors, sur cette question? sur l'alimentation végane, on pourrait faire effectivement toute une très longue, comment dirais-je, conférence. Alors après, le vegan, pour rappeler, tu me Alors complètes, donc, le Élodie. vegan, donc pour être, c'est différent du Ouais, végétarien. c'est ça. Le végétarien, en fait, il supprime la Les viande. En viandes, fait. Voilà, ouais. donc en fait, il garde les produits laitiers, Et les les œufs œufs. et certains le poisson. Oui. Alors que les véganes ou végétaliens, parce qu'en fait, Oui, vegan, c'est c'est le ça. nouveau terme à la mode, Oui. eux ne consomment plus de produits d'origine animale, Animale. plus aucun produit d'origine animale, c'est-à-dire il n'y a plus d'œufs, plus de viande, plus de poisson, plus de lait, Oui, plus de puis même fromage. plus de vêtements portés Oui, qui sont alors ça, c'est fabriqués. les extrémistes, voilà. ouais, tout à fait. Et, on Mais peut je trouver vous ça. rappelle ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que les risques de carence en Oui. vitamine B12 Et- qui sont apportés par les produits Carnés. animaux, du coup, sont importantes malgré la supplémentation. Donc, il faut bien se faire suivre par un médecin pour Oui. qu'il puisse amener les compléments alimentaires pour avoir les apports suffisants. Et donc, le risque, ce sont les anémies sévères Les carences, et vraiment. des carences, voilà, et qui vont impacter sur un dysfonctionnement du coup de l'organisme. Du métabolisme. Voilà, donc après chacun ses choix, mais voilà pour vous expliquer la différence par rapport à ça. Donc si vous souhaitez aller vers une alimentation végane, faites-vous bien suivre Ah et oui. bien conseiller Oui, complètement. pour que voilà, si jamais il y a un petit souci, ça soit vite repris en main. Et puis pour le lait d'amande, c'est comme tout, hein, ce qu'on fait nous, ça sera toujours meilleur que ce qui est industriel. Exactement. Hein, Oui. Il y aura moins d'additifs, par exemple. C'est ça, voilà. Hein, donc pourquoi pas. Alors moi, j'ai pas essayé, j'avoue. Moi, j'ai une personne qui avait essayé. Alors, faut avoir quand même le matériel pour arriver à le À broyer, mixer hein. assez Oui, c'est finement ça, hein. pour que Ouais. voilà, c'est Pour à en peu extraire le jus. C'est ça. Hein, tout à près- fait. C'est ça, tout à fait. Mais en termes d'apport, de toute façon, après, il y a toute une histoire sur d'où viennent les amandes. Voilà. Voilà. Si donc, on veut être puriste, mais c'est pas du lait en tant que tel. Hein. Oui, ça c'est reste parce du jus, que hein. ça reste du jus. Hein. C'est ce Voilà. qu'il faut vraiment dire aussi. Tout à fait. Toutes les appellations lait de coco, pareil. Hein, le lait de coco, ça reste du jus. C'est Hein, c'est donc, des produits végétaux. Ce sont des c'est produits pas du lait, ouais. végétaux, hein, donc pas de. Mis à part les amandes, il y a bien sûr un petit peu de calcium dedans, mais fait. voilà, hein, Ouais. il faut faire attention en effet à tout ça. Voilà. Donc à partir du moment où le produit est le moins transformé de façon industrielle Eh possible, oui. effectivement, c'est C'est toujours mieux. bénéfique. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Bien, écoutez, on va conclure du coup sur ces bonnes paroles. Tout à fait. Merci Élodie. Eh ben de rien. Puis je vous rappelle quand même que la France c'est un pays de tradition culinaire. Ben, bien donc sûr. quand même, on vient chez nous pour ça. Donc n'oubliez pas que manger c'est un plaisir avant tout. Donc on vous le répète, l'équilibre alimentaire, n'en faites Faites pas pas tout un plat. Et que le bonheur est dans l'assiette et que c'est aussi un moment de partage convivial et un moment essentiel de socialisation, pardon. Et c'est quand même souvent le moment où on se fait bien plaisir quand on est avec les autres. Exactement. Donc on espère pouvoir retourner, hein, bien sûr, rapidement auprès de toutes les personnes qu'on aime pour partager un agréable repas. Et je ne doute pas que ça sera quelque chose de vraiment savoureux, hein, puisque se retrouver, c'est vraiment ce qu'on attend tous. En tout cas, on conclut là-dessus. Merci donc à Fabien qui nous a permis d'avoir vos réponses. Nicolas, du coup, qui était aux manettes derrière la caméra. Philippe aussi, qui était ici pour nous accueillir. Et puis, notre technicien hein, qui nous a permis d'être à l'aise, finalement. Tout à fait. Voilà. Merci à tous beaucoup. et bon Au revoir. appétit.